Docteur Synapse. Bienvenue dans ce tout premier podcast qui est consacré au bon usage des antibiotiques. Avec nous aujourd'hui le chef de clinique des maladies infectieuses au CHU Brugman. Bonjour docteur. Bonjour Mehdi. Effectivement, je suis un infectiologue. Je m'appelle plutôt un infectiologue généraliste qui privilégie le traitement de 95% des pathologies plutôt que des diagnostics rares auxquels je pense tout aussi rarement. Je me vois aussi comme un écologiste en fait, parce que ces microbes qui nous menacent et que nous souhaitons détruire sont en fait des véritables chefs-d'œuvre. La prise en compte récente du microbiome et de ses répercussions sur notre santé, également aussi le fonctionnement du cerveau, implique de respecter ces êtres vivants et de les détruire que quand c'est vraiment nécessaire et avec parcimonie. Le traitement antibiotique doit donc être le plus ciblé, le plus court possible, pour altérer le moins possible ces microbes qui nous sont parfois et souvent, le plus souvent, favorables. En plus, quand on se penche sur les mécanismes de résistance, donc les porines qui s'ouvrent et se ferment, des pompes à efflux pour extraire des substances toxiques, y compris les antibiotiques, les enzymes neutralisant les antibiotiques, les modifications de cible, le passage en dormance, c'est-à-dire que le microbe se met en hypométabolisme, la création d'un biofilm au sein duquel les microbes sont protégés, des échanges d'informations entre les microbes, par exemple sur leur nombre au sein d'un biofilm, des échanges de matériel génétique entre espèces, permet de concevoir les microbes plutôt comme une fourmilière géante où les individus collaborent que comme de petites choses inanimées. En fait, microbe vient du grec microbios, qui signifie petit vivant. Les microbes se divisent toutes les 20 minutes et grâce à cette rapidité de division, ils peuvent également s'adapter. C'est du darwinisme accéléré. Splendide. Merci pour cette introduction assez complète. Je dirais même qu'on a quasiment fait le tour de toute l'infection par ces paroles très sages. Donc, aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet palpitant que beaucoup de nos collègues mystifient, c'est-à-dire les antibiotiques. Pourquoi cette difficulté à choisir les antibiotiques ? Est-ce un problème d'enseignement, développement des résistances ? Je vous laisse un petit peu développer. En fait, la médecine est un art et il y a beaucoup de réponses pour un même problème. Comme je suis infectiologue, je ne pense pas qu'il soit plus difficile de prescrire un antibiotique plutôt qu'un antiarythmique ou même qu'un antiépileptique. Par ailleurs, je réponds ici à chaud, donc toutes mes dires ne sont pas evidence-based, mais reflètent parfois une attitude personnelle. La différence entre un antibiotique et les autres substances, c'est qu'on peut sélectionner des germes résistants qui ont des répercussions au long cours, non seulement pour l'individu, mais également pour la société. Donc, il faut tenir compte de cette émergence de résistance pour décider de traiter le patient avec des antibiotiques et avec quel antibiotique. Mais comme pour toutes les branches de la médecine, il faut en fait se lancer, apprendre à manipuler quelques antibiotiques de base. Vous verrez que quelques antibiotiques permettent de régler la majorité des situations. Et comme d'habitude dans la médecine clinique, anamnèse, examen clinique et puis les examens complémentaires ciblés donnent le plus souvent une indication du foyer le plus probable. Et par là, je voudrais aussi rajouter qu'il y a parfois des foyers qui sont trop évidents, comme le sont souvent les urines. Oui, exactement. Les urines, c'est un prélèvement qui est très simple à obtenir, mais qui peut aussi être trompeur, avec le paradoxe que les urines apportent souvent une information incorrecte, dans la mesure où la bactériurie asymptomatique est assez prévalente, notamment chez les personnes âgées, mais que d'un autre côté, l'infection urinaire est le plus grand pourvoyeur de bactériémie et de choc septique. Et il faut aussi penser à traiter un foyer unique. Souvent aux urgences, on nous dit le patient a tous ses crashs, il a mal au ventre et il y a des germes dans les urines. Mais généralement, un patient qui n'est pas immunocompromis a un foyer unique et donc il faudra privilégier le traitement de ce foyer unique.
il ne faut pas penser à vouloir traiter l'ensemble des foyers. Je vais donner un antibiotique pour traiter les poumons, les urines, parce que Tout à fait. le traitement doit être relativement ciblé. Donc, en plus de trouver le site d'infection le plus probable, il faut également bien tenir compte des antécédents microbiologiques et thérapeutiques du patient. Donc, allez voir dans les dossiers, est-ce que le patient est colonisé par des germes résistants, oui ou non, et demandez au patient s'il a reçu des antibiotiques récemment dans les 3 ou les 6 derniers mois, notamment des quinolones qui rendent l'usage de ces médicaments inefficace dans la suite. Il faut après documenter en faisant des prélèvements adéquats à son patient, les hémocultures, les expectorations quand c'est possible, et faire des examens complémentaires adéquats. Est-ce qu'on veut une radiothorax, un CT scan, une échographie? Ensuite, dans le bon usage des antibiotiques, il est important de noter donc, dans le dossier du patient sa décision. Quel est le diagnostic le plus probable? Quelle est l'antibiothérapie que l'on donne? On va dire justifier un petit peu son attitude de la même manière qu'on fait toute une note d'urgence ou un dossier en salle. Choisir la route d'administration, donc intraveineux ou oral. Pour certains antibiotiques, la biodisponibilité est telle qu'il n'y a pas d'avantage à donner de l'intraveineux par rapport à l'oral. Également, tenir compte de la sévérité de l'infection. Exact. Toujours assez complet et clair. Donc maintenant, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Donc le podcast va être scindé en 3 parties. Donc la première partie va être consacrée essentiellement au sepsis, la physiopathe, les signes cliniques, biologiques, la différence entre sepsis et choc septique, les prélèvements à réaliser, ainsi qu'un petit mot sur la CRP et la procalcitonine. Donc lors de la deuxième partie, on va scinder 2 types d'infections, les infections communautaires et les infections associées aux soins. En plus, on va aussi parler des infections nosocomiales, une distinction qui est vraiment super importante. Et la dernière partie va être consacrée à la prise en charge spécifique de quelques infections, même si je ne pense pas qu'on aura le temps de faire de la tête aux pieds. D'accord, donc je voulais aussi dire que même si on veut prescrire des antibiotiques, donc c'est souvent nécessaire, mais ça n'est pas toujours nécessaire. Donc il ne faut pas avoir un prurite de la prescription. Il faut se dire que le patient, surtout s'il est admis, et même pour les patients ambulatoires qui peuvent être revus par leur médecin traitant, donc le patient va être réévalué le lendemain et on peut peut-être attendre avant de donner un antibiotique. Exact. Si le patient présente une hémodynamique assez stable et qu'il n'est pas en choc septique ou qu'il ne se dégrade pas très très rapidement, je pense qu'on peut se permettre d'attendre quelques heures, le temps un petit peu de voir ce qui pousse au niveau des hémocs. Au niveau des hémocs, on n'aime pas arriver avec un patient sans antibiotiques avec des hémocultures positives. Donc là, je pense qu'on a un petit peu raté le coche, mais bien entendu, ça va arriver. Mais c'est pour ça que quand on prescrit des antibiotiques, il faut tenir compte de l'aspect clinique. L'aspect clinique est le plus important. Il faut faire en sorte que le patient guérisse. C'est peut-être là, en fait, la difficulté de la prescription d'antibiotiques, c'est le stress de louper le patient. Donc, il ne faut pas évidemment risquer la vie d'un patient pour épargner des antibiotiques. D'un autre côté, il faut toujours prescrire les antibiotiques à bon escient et c'est sans doute ce dilemme qui rend la prescription d'antibiotiques plus compliquée que la prescription de, je ne sais pas moi, d'héparine à dose prophylactique. Donc, est-ce que le patient a besoin d'antibiotiques? Si oui, c'est pour traiter quelle infection? Quand on a décidé de traiter une infection, donc là, ça devient plus simple de choisir l'antibiotique en pensant à son spectre et à son germe, et également regardant les antécédents bactériologiques. Il faut aussi penser au coût que la prescription d'antibiotiques représente. Ce sont des molécules extrêmement prescrites, et donc quand on prescrit des antibiotiques sophistiqués, au plus nouveaux, au plus sophistiqués ils sont, au plus chers ils sont. C'est vrai qu'on oublie souvent cet aspect, on va dire, du prix, surtout ici dans des pays, par exemple en Europe, souvent on oublie qu'il y a un prix derrière chaque antibiotique, on n'y pense pas toujours. Derrière chaque antibiotique, derrière chaque examen, c'est pour ça que toute démarche médicale doit être raisonnée et suivant un schéma.
on ne fait pas du carpet bombing, mais on fait un diagnostic raisonné avec des hypothèses de différents niveaux pour arriver de plus en plus serré au diagnostic final. Ensuite, dans les antibiotiques aussi, il y a non seulement le type de molécule, mais il y a la voie intraveineuse ou orale. Il faut penser au travail des infirmières, au risque que représentent les cathéters centraux ou périphériques, parce qu'il y a beaucoup de phlébites et éventuellement d'infections de cathéters. Et dès que le patient est passé per os, le patient donc peut rentrer à la maison et être suivi en ambulatoire. Tout à fait. Et alors, en termes écologiques, comme j'avais dit plus haut, donc inutile d'essayer de détruire tous les microbes. Ces microbes ont des millions d'années d'évolution. Ils sont très bien adaptés aux antibiotiques. Si on donne des antibiotiques, on va automatiquement sélectionner des microbes qui y sont résistants. Donc, le but de l'antibiothérapie est de traiter une infection dans un organe particulier pendant une brève période. Donc, c'est pour ça qu'on pense à pratiquer une attaque de type chirurgical. Donc, est-ce qu'il faut tirer? Oui ou non? S'il faut tirer, on ajuste, on vise, on tire. Il faut taper fort dès la première dose, donc ne pas sous-doser les patients. Et ensuite, on continue quelques jours d'antibiotiques. Très bien. Allergie à la pénicilline? Allergie à la pénicilline, souvent on en parle, on ne sait pas, est-ce que vraie allergie, pas d'allergie? Le patient, il dit comme quoi il a pris de l'amoxicilline une fois, il a commencé à gratter, il a eu la gorge qui est gonflée. C'est déjà très précis comme information parce que la majorité du temps, quand on nous appelle des urgences, on nous dit voilà, le patient a éventuellement une appendicite. On prescrit alors amoxiclaf et on dit ah oui, mais il est allergique à la pénicilline. Donc retour à l'intervieweur, c'est-à-dire que signifie allergie à la pénicilline? Vous avez demandé à vos patients qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu la diarrhée, ce n'est pas une allergie. Il a fait un choc, il s'en rappellera. C'était quel genre? Après, donc, il est assez facile de trouver des molécules alternatives au bêta-lactam, mais la classe de bêta-lactam est quand même énorme et devoir s'en passer est quelque chose d'important qui va hypothéquer l'avenir du patient. Donc, il faut bien faire une enquête anamnestique sur quelle était l'allergie, le type de réaction, et éventuellement, si c'est possible, envoyer le patient chez un immunoallergologue pour investiguer de manière définitive cette allergie ou la réfuter. Oui, c'est vrai que souvent les AV-infections, on appelle pendant la garde aux urgences et qu'il y a le stress. Et quelquefois, je veux dire, on voit principalement juste une petite note écrite allergie pénicilline sans haute précision. Et quelquefois, on ne s'attarde même pas à discuter avec le patient pour comprendre un peu plus ce que c'est. Mais comme vous l'avez si bien souligné, je pense que c'est important quand même de bien savoir ce que c'est exactement comme allergie. Voilà, très bien. Donc maintenant, on va passer à la première partie de cet exposé, c'est-à-dire le sepsis. Donc, quelle est la physiopathologie du sepsis? Alors, la physiopathologie du sepsis. Donc, si notre organisme est envahi par un organisme étranger, que ce soit une invasion superficielle, locale, comme on pourrait dire une cellulite, ou au contraire une atteinte profonde, une atteinte d'organes comme une pneumonie, une cholécystite, ou encore disséminée comme une bactériémie. Donc, il y a une réaction de notre organisme à cette invasion, ce qui déclenche donc toute une cascade cytokinique qui se traduit cliniquement par fièvre, des frissons, ça c'est très important comme signe d'appel, des modifications biologiques, l'élévation des globules blancs, de la CRP, éventuellement de la procalcitonine dans le cadre d'infections bactériennes. Mais c'est aussi, il faut toujours prendre les choses dans un contexte. On peut avoir une CRP et une hyperleucocytose dans le cadre d'une maladie inflammatoire, notamment une crise de goutte. Exact, ouais. Exactement, c'est vrai. Très très bien. Et pour les signes cliniques, on va dire, est-ce qu'on a des signes cliniques plus spécifiques du sepsis? C'est vrai qu'on a évoqué déjà la fièvre. Est-ce que les frissons, c'est un signe de gravité?
Oui, les frissons accompagnent souvent les bactériémies. Ok. Et donc, si on voit un patient qui frissonne, il faut généralement s'en inquiéter. Alors, ce qui est aussi important, c'est d'évaluer la gravité de la sévérité de l'infection. Et ça, c'est plus nos collègues réanimateurs ou nos plus jeunes collègues que moi, infectiologues, qui l'utilisent, le Quick-SOFA. En fait, on verra le rythme respiratoire du patient, son état de conscience, sa tension artérielle. Si tout cela est altéré, un patient tachypnéique, hypotendu, donc tout ça, ce sont des signes de sepsis, voire de choc septique. Le choc septique étant un sepsis qui ne répond pas au remplissage et qui nécessite des amines vasopresseurs. Donc, mais déjà sur les critères, quand vous voyez votre patient, vous avez déjà une idée de est-ce que c'est grave ou c'est pas grave. Exactement, c'est extrêmement important, comme vous l'avez si bien souligné, de différencier entre un patient qui est en sepsis ou en choc septique. C'est vraiment une distinction qui est assez importante parce que ça va déterminer le devenir du patient et, on va dire, l'urgence de la prise en charge. Parfait. Donc, on va passer à une autre question, c'est quels sont alors les prélèvements à réaliser face à un patient septique dont l'étiologie, qui a priori au tout début, n'est pas identifiée? Donc, comme clinicien, on pense toujours à faire l'anamnèse et l'examen clinique. Donc, on rencontre parfois des gens qui ont une barrière linguistique, mais dans ce cas, il faut vraiment tout faire pour trouver ou bien des collègues qui parlent la langue du patient, ou alors demander au patient d'appeler sa famille, un ami, parce que l'anamnèse est très importante. Parfois, il y a des patients qui ont une altération des fonctions supérieures, que ce soit chronique dans le cadre de démence ou bien lié au sepsis. Dans ce cas-là, évidemment, c'est assez difficile de faire l'anamnèse, mais c'est important de bien regarder son patient et donc de voir est-ce qu'il est calme, agité, comateux, prostré. Mais l'anamnèse va aussi nous permettre de savoir si il a voyagé. Donc on va penser au palu, à la dengue, s'il a voyagé. Est-ce qu'il a été opéré? Est-ce qu'il a eu des manipulations? Donc chaque fois qu'un patient a eu une intervention récente ou une manipulation récente, biopsie de la prostate, cholangiopancréatographie rétrograde, sondage urinaire ou des sondages de patients qui arrachent sa sonde urinaire, tout ça sont des endroits qui attirent l'attention. C'est là qu'il faudra aller voir si il y a ou pas une complication. Après, quand on examine un patient, il faut aussi voir est-ce qu'il a du matériel étranger. Donc, les voies d'entrée royales pour les bactériémies, ce sont évidemment les cathéters, que ce soit des cathéters centraux ou périphériques. Encore plus chez les patients hémodialysés, les cathéters Dickmann. Chez les patients avec des néos, les porte-à-4. Et puis, d'éventuels sites de greffe secondaires alors, que pourrait être la présence de valves cardiaques artificielles ou un pacemaker, enfin tout matériel étranger, surtout s'il est endovasculaire. Très bien. Très bien, très bien. Donc si j'ai bien compris, on va rechercher une infection, c'est donc de l'anamnèse de la famille ou amis proches, et aussi en fouillant un peu plus le patient de la tête aux pieds, sans oublier de regarder le dos, quelquefois on peut rater un escar. Et bien sûr, insister avec l'équipe pour réaliser les prélèvements de façon adéquate. Que veut dire réaliser les prélèvements de façon adéquate? Principalement, je pense qu'il y a quelquefois, on réalise mal un prélèvement d'urine, ou quelquefois par rapport aussi aux hémocs qui ne sont pas toujours très bien prélevés, je pense. Oui, alors les hémocultures, c'est un prélèvement qui est facile à faire et que les infirmiers aux urgences font de manière assez systématique. Des fois que le médecin demanderait des hémocultures, donc en mettant le cathéter, on met la cloche, on prélève les différents tubes et puis hop, en passant, on prélève des hémocultures. Il faut savoir que chez nous, 30% des hémocultures positives le sont à un germe qui est considéré comme un contaminant, le plus souvent des staphes blancs ou des corynébactéries. Ça fait perdre énormément de temps et surtout cela peut troubler le diagnostic du patient. Donc les hémocultures, il faut les considérer vraiment comme des prélèvements nobles. Bien que ça s'obtienne très facilement, il faut se rendre compte du travail aussi que ça représente pour le laboratoire de bactériologie, que de traiter
des dizaines et des dizaines de flacons d'hémoculture tous les jours, dont beaucoup vont rester négatifs, dont une bonne partie, 10%, peut être contaminée et dont quelques pourcents vont vraiment apporter le germe responsable. Très bien, très bien. Autre question qui revient assez souvent, est-ce que la prise de sang peut nous aider à savoir si un patient est infecté? Je sais bien que c'est un peu une question pas tout à fait intelligente. Il n'y a pas de question intelligente ou non. Justement, cette prise de sang peut être trompeuse dans la mesure où même des patients avec une bactériémie peuvent avoir une leucocytose et une CRP normale. Donc, tout s'interprète dans un contexte. Les globules blancs, en fait, ont une réponse assez rapide à l'infection et donc sont un bon paramètre pour évaluer la présence ou pas d'une infection bactérienne en cas de neutrophilie importante ou anormale. En tout cas, on se posera la question d'une infection bactérienne. Mais il n'y a pas que les infections bactériennes qui font monter les neutrophiles. Et les globules blancs peuvent aussi être influencés par les vomissements, la cigarette, un effort. Donc, la CRP, elle est lente. Elle est lente à monter, elle est lente à descendre. Donc, il faudra généralement 24-48 heures pour que la CRP atteigne son pic et puis redescende. Donc, la CRP, c'est un marqueur qui peut être utile si elle est élevée pour décider de traiter une infection, mais en l'absence de CRP, ou une CRP qui n'est pas très élevée, ne signifie pas spécialement absence d'infection bactérienne, même infection bactérienne grave. Ok. Là, c'est vraiment très très clair. Est-ce que vous pensez qu'on peut se baser sur la CRP pour éventuellement donner des antibiotiques, voire se dire là maintenant la CRP est très haute, il faut quand même donner des antibiotiques parce qu'on a un doute que le patient est infecté? Alors, les infectiologues ne sont pas des spécialistes de la CRP et donc quand on appelle un infectiologue, il vaut mieux avoir un petit peu plus d'arguments que, entre guillemets, j'ai la CRP qui monte, qu'est-ce que je donne pour justifier d'une prescription d'antibiothérapie. Donc, la CRP s'interprète dans un contexte clinique. Elle peut de nouveau être quelque chose d'apparition aiguë chez un patient qui est à l'hôpital depuis quelques jours, qui n'avait une CRP normale et puis la CRP monte. Il se passe sans doute quelque chose, mais de quoi s'agit-il? Un patient avec de multiples hématomes peut avoir une CRP élevée, une crise de goutte CRP élevée, une infection bactérienne, comme on le voit maintenant avec le coronavirus, donne également des CRP élevés. Et dans ce cadre-là, la procalcitonine pourra éventuellement être utile dans la mesure où la CRP est plus démonstrative d'une infection bactérienne. Et les infections virales ne sont pas associées à une élévation de la procalcitonine. Donc on aura procalcitonine élevée dans les infections bactériennes, accompagnant la CRP. CRP élevée mais procalcitonine basse dans les infections virales. Très bien, très bien. Rappelons que la procalcitonine est un précurseur de la calcitonine, habituellement sécrété par les cellules C ou parafolliculaires de notre glande thyroïde, et cela en très faible quantité, à cause des endoxines, des cytokines liées aux infections bactériennes comme l'interleukine 1 ou TNF-alpha ou l'interleukine 6. La sécrétion de la procalcitonine sera stimulée, ce qui entraîne une augmentation de la procalcitonine. À partir de quel seuil peut-on dire que la procalcitonine peut différencier une infection virale d'une infection bactérienne? Est-ce que c'est 0,25, 1 ou est-ce qu'on peut aussi se baser plutôt sur la cinétique de la procalcitonine, c'est-à-dire la doser à plusieurs jours et voir comment ça évolue pour se dire là c'est probablement bactérien? Alors, l'usage de la procalcitonine et son intérêt est débattu comme pas mal de choses. De nouveau, il n'y a pas de décision absolue se basant uniquement sur la procalcitonine, mais dans mon expérience, l'utilisation combinée de la CRP et de la procalcitonine ont l'avantage soit
de diminuer l'initiation d'antibiotiques aux urgences et également quand on fait des suivis de procalcitonine. Rappelons qu'en Belgique, la procalcitonine n'est pas remboursée et que cela en coûte 30 € par dosage aux patients, ce qui est un frein. Mais ce qui fait qu'on avait très peu utilisé la procalcitonine avant le coronavirus. Mais depuis cette épidémie, on se rend compte que beaucoup de patients étaient initiés sous antibiotiques vu d'une CRP élevée et des images au scanner éventuellement de condensation, mais que quand on dose la procalcitonine, elle est basse et donc on peut se permettre d'arrêter les antibiotiques. Donc on peut l'utiliser soit pour décider d'initier ou aussi sur une cinétique décider d'interrompre, d'arrêter plutôt les antibiotiques. Très bien, c'est vraiment très très clair. Donc maintenant on va passer à un autre registre. Quand la boue nous appelle pour des hémocultures positives, que faut-il faire avant l'identification du germe? Par exemple, quand on nous appelle pour un coccigramme positif, quand faut-il s'alarmer et quand peut-on dire que c'est juste, par exemple, un contaminant pour le coccigramme positif? Alors, l'interprétation des hémocultures doit tenir compte de différents paramètres, dont notamment l'examen direct au gramme et alors la forme du microbe ou des amas microbiens. Donc, le laborantin fait un gramme du flacon d'hémoculture une fois qu'il a sonné et nous informe s'il s'agit de CGP, donc des coccigrammes positifs, qui peuvent être différenciés en amas, qui sont alors probablement du staphylocoque, le plus souvent, ou en chaînettes, qui sont alors des streptocoques. On peut avoir des coccigrammes négatifs, ce qui est plus rare, alors ce sont souvent des Neisseria. On peut avoir des BGN, des bacilligrammes négatifs, qu'il faut toujours considérer comme pathogènes, et on peut enfin avoir des bacilligrammes positifs, qui eux sont assez souvent des contaminants, notamment quand on dit que ce sont des bacilligrammes positifs en palissade. Il est aussi important de savoir si ça pousse dans le flacon aérobie ou anaérobie, puisque par exemple les staphylocoques dorés, les Escherichia coli peuvent pousser tant en aérobie qu'en anaérobie, mais par contre si nous avons que de la pousse BGN en anaérobie, il faudra se demander si ce n'est pas un vrai germe anaérobie, par exemple un Bacteroides. Pour les CGP AMA, donc les staph, qui sont le plus souvent les germes contaminants de la peau, avant de décider si on va le catégoriser en contaminant ou en potentiel pathogène, on va regarder plusieurs choses. Combien d'hémocultures positives? 1 sur 2 ou 2 sur 2. Si on a 2 sur 2, ça devient plus inquiétant. Normalement, les hémocultures sont faites donc en 2 points de fonction différents et donc 2 contaminations sont plus rares, évidemment. Bien sûr. À quelle vitesse l'hémoculture est revenue positive? Parce que ça reflète un petit peu la charge bactérienne. Et donc, si la pousse est rapide, moins de 24 heures, c'est plus probablement que la quantité est élevée et que donc ce n'est pas un pathogène. Est-ce que c'est pas un contaminant, pardon. Est-ce que le patient a une infection compatible avec un staph doré? Donc pathogène, évidemment. Staph doré, toujours pathogène. Donc, est-ce qu'il a un cathé central, un cathé périphérique, un escar, une cellulite, du matériel étranger, Porta-4, Hickman? Tout ça va faire craindre qu'il s'agit d'un staph doré. Et également, on sera d'autant plus prudent de ne pas sous-traiter un patient s'il a une valve ou un pacemaker, là où pourrait aller se greffer ce possible staph doré. Tout à fait. Est-ce que ce patient est connu, colonisé par staph doré sensible ou résistant à l'oxacilline, parce que donc le patient a éventuellement un frottis nasal ou un frottis de plaie montrant déjà ce staphylocoque? Est-ce que le patient peut attendre l'identification du microbe? En tout cas, pendant les heures ouvrables, donc entre le moment où l'hémoculture sonne et le temps de faire le gramme du patient, donc le microbe est passé au MALDI rapide, qui donne une bonne idée de savoir si c'est un staph blanc ou un staph doré.
Et donc ça arrive généralement quelques heures plus tard. Donc, est-ce qu'il faut initier directement les antibiotiques ou est-ce qu'on peut un petit peu attendre? Et puis, bien entendu, c'est souvent des appels la nuit. Donc, il faudra aller regarder le dossier du patient pour savoir est-ce qu'il s'agit d'un patient qui est déjà traité par antibiotiques, donc un BGN qui sonne chez un patient qui a une appendicite et qui est sous amoxiclafe. Bon, pas de panique, le patient est traité et donc ça devrait aller. Alors pour les coccygrammes positifs, donc beaucoup d'antibiotiques qui ne sont autres que le floxapène couvrent également ces fameux staph dorés tant qu'ils sont OXA-S et donc le patient est couvert. Maintenant, l'épidémie de MRSA est passée dans la majorité des pays. Ce sont plutôt des BGN multirésistants que des staph dorés résistants aux antibiotiques qui nous ennuient. Ok. Super. On va maintenant passer à la deuxième partie de ce podcast. Avant de donner les antibiotiques, je pense qu'on classait souvent les patients avec une bonne immunité, comme vous et moi a priori, et des patients fragiles, c'est-à-dire entre guillemets immunodéprimés. Est-ce que c'est une bonne classification? La classification en patients fragiles et non fragiles est un petit peu ténue. Et en fait, elle est souvent utilisée pour dire mon patient est fragile, donc il a besoin d'antibiotiques, et de préférence d'un gros antibiotique, on va dire d'un antibiotique à large spectre. Exact. Et évidemment, si on vient à l'hôpital avec une infection, souvent dans nos contrées, les patients sont fragiles, c'est-à-dire qu'ils sont âgés, diabétiques, qu'ils ont des néoplasies, qu'ils sont immunodéprimés, les corticoïdes, toutes les immunothérapies qu'on donne maintenant. Et donc, cette histoire de classer des patients en fragiles ou non fragiles ne tient pas tout à fait la route, mais par contre, il peut y avoir des conditions qui diminuent les marqueurs de l'infection, qui masquent cette infection, comme justement la prise de corticoïdes, la prise d'immunosuppresseurs, une cirrhose, un grand âge. Et donc tout ça fera être d'autant plus vigilant. Mais ce n'est pas parce que le patient est fragile, s'il est communautaire, on verra plus loin, qu'il a besoin d'antibiotiques à plus large spectre. Donc la fragilité ne détermine pas la nécessité d'antibiothérapie ou le spectre de l'antibiothérapie. Est-ce qu'une classification d'infection communautaire associée aux soins est nosocomiale? Donc là, on a justement, grâce à cette classification en communautaire, infection associée aux soins ou carrément infection nosocomiale, une plus grande idée du risque que le patient a d'être infecté par un germe résistant aux antibiotiques. Parce que les infections communautaires sont très souvent sensibles, en tout cas dans notre pays, à la majorité des antibiotiques de base. Donc, les infections associées aux soins, elles, sont les infections chez les patients qui, par exemple, reçoivent des chimiothérapies en ambulatoire, des patients hémodialysés, des patients qui ont des interventions en ambulatoire comme biopsie de prostate, des petites opérations. Et ces patients-là, en étant en contact avec le milieu médical et donc le milieu hospitalier, donc un endroit où il y a plus de microbes résistants, risquent d'être infectés par des microbes résistants. Et enfin, les infections nosocomiales, classiquement 48 heures après l'hospitalisation, sont elles aussi plus à risque d'être le fait d'infections par de microbes résistants aux antibiotiques. Donc là, il faudra de nouveau être plus prudent. Et c'est là aussi qu'il faut de nouveau bien regarder les antécédents microbiologiques de son patient pour savoir si il était déjà colonisé ou infecté dans les mois précédents par des germes résistants aux antibiotiques. Ou si ce n'est pas le cas, on peut de nouveau faire confiance aux antibiotiques de base. Ok, très bien. Donc on a pu classer alors infection communautaire, associée aux soins et nosocomiale. Ok, maintenant on passe à un autre registre. Comment on évalue alors la réponse après avoir instauré un traitement antibiotique?
Donc, il ne faut pas être trop pressé. Généralement, il faut se donner 48-72 heures, 72 heures pour le public français, de traitement antibiotique bien conduit pour décider si cette antibiothérapie fonctionne ou pas. Bien entendu, si votre patient se dégrade très très sérieusement après 24 heures, on ne va peut-être pas retarder le changement de l'antibiothérapie, mais les antibiotiques n'agissent pas sur le champ. Et les marqueurs biologiques, comme on l'a dit notamment la CRP, est quelque chose qui va bouger lentement. La leucocytose peut évoluer plus rapidement et en 24-48 heures, on verra l'évolution. Typiquement, une bonne évolution de la CRP, ce serait de diminuer de moitié en 48-72 heures, mais parfois on rate le pic de la CRP et donc on est étonné que 24-48 heures après, la CRP est plus élevée. L'important, c'est aussi la fièvre, l'état général du patient, comment est-ce qu'il se sent. Donc dès qu'un patient avec une infection un petit peu sérieuse reçoit le bon antibiotique, l'amélioration clinique est rapide. Le ressenti du patient est important dans l'évaluation de l'efficacité de l'antibiothérapie. Maintenant, on va passer à la troisième et dernière partie de cet exposé, c'est-à-dire la prise en charge, plutôt spécifique, de quelques infections. Que pensez-vous des infections en voyant ça système par système ? Est-ce que c'est une bonne façon de voir les choses et d'aborder, on va dire, un patient infecté ? Je pense qu'en fait, en réfléchissant système par système, cela complique les choses plutôt que de penser en niche écologique des germes et donc en se disant j'ai une infection à tel endroit, les plus probables germes que je vais rencontrer sont tel et tel germe, donc je vais utiliser tel et tel antibiotique. Parce que si vous pensez par système, ça vous complique la tâche. Alors que si vous pensez en germes et en spectre d'antibiotiques, vous vous rendez compte par exemple qu'un même antibiotique est efficace notamment au niveau du tube digestif, que vous ayez une cholécystite, une appendicite, une diverticulite, ce sont les mêmes germes, les germes du tube digestif, donc c'est simple. Pour une infection cutanée, la même chose. Les infections respiratoires, donc ça vient d'en haut et ça descend, de nouveau un certain groupe de germes. Donc si on connaît l'écologie et si on connaît le spectre des antibiotiques, alors ça devient plus facile de choisir quelques tirs antibiotiques qui marchent contre la majorité des infections. Vraiment, cette approche, on va dire, de voir par écologie, c'est bien plus simple, je trouve. Maintenant, on va passer, on va dire, plus spécifiquement certaines infections. Si on suspecte, par exemple, une infection par cathé central ou porte à cath, quelle sera la prise en charge ? Alors, les infections de voie centrale, de voie périphérique, cathé artériel, etc., sont relativement fréquentes et d'autant plus fréquentes que le patient a ce matériel étranger depuis longtemps. Donc, il faut bien entendu aller examiner de nouveau son patient. Pour le cathé périphérique, c'est très simple, on verra une cellulite locale. Pour le cathé central, c'est moins facile. On peut voir s'il y a un point de ponction rouge. Ce sont souvent des voies centrales qui ont été mises aux soins intensifs. Donc, elles comportent plusieurs voies, dont certaines sont inutilisées et comportent alors des reliquats de liquide, voire de transfusion. Enfin bon, donc on voit que c'est sale. Il faut voir si le patient reçoit une TPN, une alimentation parentérale qui augmente encore le risque d'infection de ce cathé central. Le cathé central, en général, c'est assez simple. S'il est là depuis quelques jours, que le patient est septique, on retire le cathé. On fait les hémocultures, on met le cathé en culture et comme ça, on est tranquille parce que c'est difficile à prouver autrement. Par contre, évidemment, les cathéter Dickmann ou les porte à cath, c'est une autre affaire. On ne peut pas les enlever si facilement. Là, rappelons-nous que chez un patient qui est porteur de ces deux types de matériaux, c'est des voies d'entrée royales vers la bactériémie. Donc, si vous avez un patient septique, mais porteur d'un Dickmann qui n'a pas
d'autres foyers, son foyer, c'est son cathéter Dickmann. Donc il y a des protocoles bien précis, d'ailleurs que je ne vous ai pas cités, mais pour les patients cirrhotiques, les patients neutropéniques, mais également pour les patients porteurs de cathé Dickmann en particulier, qu'il faut administrer sans trop réfléchir, parce que là, il vaut mieux documenter, traiter, et puis il sera toujours temps d'arrêter les antibiotiques après 24-48 heures si les hémocultures ne poussent pas. Pour les cathés Dickmann et les portacates en particulier, on peut faire ce que l'on appelle les hémocultures semi-quantitatives. Donc il faudra demander au laboratoire des petits tubes spéciaux qui permettent de faire le décompte des microbes en nombre de microbes par millilitre de sang. Et s'il y a un différentiel entre le cathé Dickmann et l'hémoculture prélevée en périphérie simultanément, alors on pourra dire que le cathé Dickmann est la source de l'infection, ce qui motivera d'autant plus les dialyseurs à retirer le cathé. On va passer juste à côté du cou, au niveau des oreilles. Est-ce qu'une otite externe est une indication de traitement antibiotique ? Je préfère en fait pour tout ce qui est traitement spécifique de site d'en référer aux guidelines. Maintenant, pour les otites externes, la plupart peuvent se traiter localement. Okay. Les otites moyennes, c'est pas très fréquent chez l'adulte. C'est probablement streptopneumoniae, éventuellement un hémophilus. On peut imaginer des choses, des antibiotiques simples, amoxicilline, amoxiclaf. Évidemment, il y a l'otite maligne et Pseudomonas, mais ce n'est pas non plus le tout venant. Très bien. Et pour la pharyngite, faut-il ou pas donner des antibiotiques ? La plupart du temps, les pharyngites vont être virales et ne vont pas nécessiter d'antibiotiques. On pensera aussi à la mononucléose, des choses pareilles, enfin des angines. Oui, tout à fait, tout à fait. Et pour les bronchites alors ? Pour les bronchites, dans la majorité des cas, il n'y a pas d'indication à donner des antibiotiques. L'indication sera chez les patients BPCO dont la fonction respiratoire se dégrade et qui signalent une augmentation de l'expectoration et une altération de la qualité de l'expectoration qui devient plus purulente. Ne pas non plus céder, notamment pour les patients en ambulatoire, à « donnez-moi des antibiotiques, ça va aller plus vite ». Docteur, je tousse. Oui, les antibiotiques ne vont pas spécialement accélérer l'arrêt de la toux. Donc, pas de prescription exagérée et inutile, on va dire. Exact, donc c'est ça, la bonne prise en charge, je pense. Et bon, maintenant on va passer à un autre, on va dire, chapitre, la pneumonie. Comment on classe les pneumonies communautaires, nosocomiales, comment on traite ? Est-ce que c'est important de différencier entre communautaire et nosocomiale ? Bien sûr. Mais alors pour les pneumonies communautaires, donc, il y a aussi une autre division qui peut se faire en germes pyogènes classiques et puis germes, on va dire, atypiques. Ces germes atypiques que sont par exemple la légionellose, chlamydia et mycoplasme ne sont atypiques que par leur localisation intracellulaire et qui nécessitent d'autres antibiotiques que les bêta-lactames. Mais une pneumonie à légionnelle donne un tableau radiologique de pneumonie classique, voire plus grave, de pneumonie bilobaire ou de pneumonie bilatérale. Donc, ensuite, une pneumonie communautaire à germe pyogène classique, donc pneumocoque hémophilus, va généralement répondre à une bêta-lactame, donc amoxicilline ou amoxiclaf. Puis, si ça ne marche pas, après 48-72 heures, on pensera alors à une cause de germe intracellulaire et on changera éventuellement aux érythromycines ou aux quinolones respiratoires. Tout à fait. Chez les patients qui ont des pneumonies nosocomiales, donc ces pneumonies nosocomiales, ça va de la simple fausse déglutition, où là, on peut voir un petit peu l'intensité de l'antibiothérapie qu'on veut donner, aux patients qui sont intubés et qui ont des pneumonies associées au ventilateur, aux soins intensifs, et qui là ont bien souvent des germes multirésistants, et il faudra d'autant plus vouloir documenter
le germe de pneumonie qu'il est une pneumonie nosocomiale, donc à risque de résistance par rapport aux patients ambulatoires avec une pneumonie communautaire qui va passer par les urgences et pour lesquels on n'aura probablement même pas un crachat. Donc, chez les patients qui ont des pneumonies nosocomiales, il faudra de nouveau regarder les antécédents microbiologiques et documenter, si possible, par expectoration, voire aspiration, voire même LBA, notamment chez les patients qui sont immunodéprimés. Parfait, j'apprends vraiment énormément aujourd'hui. Donc maintenant, on va descendre encore plus bas au niveau digestif. Cholécystite, quel antibiotique, appendicite, péritonite sur perforation digestive. Donc là, en reprenant les microbes en fonction de leur niche écologique, on s'aperçoit que le traitement du tube digestif, en tout cas communautaire, n'est pas très compliqué, puisque ce sont les mêmes germes, des streptocoques, des entérocoques, des bacilles gram négatifs, des germes anaérobies, qui vont être présents dans toutes ces localisations, et donc des antibiotiques simples, comme amoxiclaf ou céfuroxymétronidazole, sont valables pour la majorité des situations. Si le patient est allergique à la pénicilline, une vraie allergie, on pourra utiliser une céphalosporine de 3e génération avec du métronidazole ou une quinolone avec du métronidazole. Il faudra faire particulièrement attention, par contre, chez les patients qui ont eu des manœuvres endoscopiques, notamment les cholangiopancréatographies rétrogrades, et qui chauffent après ces manœuvres, chez lesquels donc l'endoscope a pu introduire des germes résistants, et notamment le pseudomonas. Donc il faudra une couverture anti-pseudomonas, genre piperacilline tazobactam, pour ce genre d'événement. Très bien, très bien. Le patient cirrhotique en décompensation hétéroacytique, prudence, s'agit-il d'une péritonite bactérienne spontanée? Donc on fait les prélèvements, on ponctionne l'acide s'il y en a, on met tout ça en culture, on traite le patient, et si 48 heures après il n'y a rien qui est poussé, alors il est temps d'arrêter. Il y a des groupes de patients qu'il vaut mieux traiter par excès que par défaut et réévaluer 24-48 heures après s'il est nécessaire de poursuivre les antibiotiques. Très bien. Et pour les diarrhées, c'est-à-dire plus de 3 selles liquides par jour avec température, doit-on donner des antibiotiques? De nouveau, voyons le contexte. Donc, s'agit-il d'une diarrhée glérossanglante? Oui. Le patient a-t-il voyagé? On peut penser à des germes, donc des entéropathogènes. Rappelons-nous que la salmonellose, Salmonella typhi et salmonellose ne sont pas toujours associées aux diarrhées et que ça sera une fièvre nue chez une personne revenant des tropiques, revenant d'Asie du Sud-Est, qui n'a pas le palu ni la dengue et chez lesquels il faudra penser à cette salmonellose. Pour les diarrhées classiques, l'azithromycine est généralement un bon choix sur 3 jours. Très bien. Et pour les cas spécifiques de colite à Clostridium, par exemple, post-traitement antibiotique? Alors là, les diarrhées post-antibiotiques sont assez fréquentes et des antibiotiques qui s'attaquent à la flore anaérobie, comme l'amoxiclaf ou le piptazo, donnent régulièrement des diarrhées qu'il ne faudra donc pas confondre avec une diarrhée à Clostridium. Pour confirmer qu'il s'agit d'une diarrhée à Clostridium, il faut que le microbe soit là, plus sa toxine. En l'absence de toxine, on peut avoir un Clostridium qui n'est pas toxinogène et qui donc n'est pas responsable de la diarrhée. Ensuite, même si on a un Clostridium toxinogène, mais qu'on n'a pas de diarrhée, il n'y a pas d'indication. Donc, il faut vraiment selle liquide. Une selle liquide, c'est une selle qui prend la forme du récipient dans lequel elle est. Donc, là, c'est vraiment clair. C'est comme ça que le laboratoire va décider de faire ou pas un test pour le Clostridium. Alors, pour le Clostridium, donc, 2 antibiotiques possibles, métronidazole ou vancomycine orale. Alors, chacune de ces 2 molécules a ses avantages et ses inconvénients. Les guidelines actuels favorisent la vancomycine, avec le risque d'émergence d'entérocoques résistants à la vancomycine. Et par contre, le métronidazole est contre-intuitif puisque en fait, il détruit la flore anaérobie. Or, c'est celle-là qui devrait remplacer le Clostridium et donc permettre de guérir le Clostridium.
Et ne pas oublier, Péros. Passons maintenant à la sphère urogénitale. Faut-il traiter, très souvent c'est le cas, quand un patient est sceptique, on voit des globules blancs, on voit des bactéries dans les urines, on se dit que c'est une pyélonéphrite, on ne se casse pas trop la tête. Est-ce que vous pourriez juste nous rappeler un petit peu, on va dire, l'interprétation adéquate de l'examen microscopique des urines? La pyélonéphrite, c'est déjà un tableau clinique bien particulier avec une douleur lombaire. Ce qu'on voit souvent, ce sont des personnes âgées, hommes ou femmes d'ailleurs, résidant dans des homes, dans des maisons de retraite, et qui ont ce qu'on appelle une bactériurie asymptomatique, c'est-à-dire la présence combinée de pyurie, donc des globules blancs élevés dans les urines, et de bactériurie. Comme on l'avait dit assez au début de cet exposé, l'examen des urines et l'analyse des urines est souvent trompeuse. Chez tout patient qui a une sonde urinaire ou un cystocate, l'examen des urines est de toute façon pathologique, ne peut donc pas être interprété. Bien sûr, c'est une source d'information utile quand on a le germe et son antibiogramme, si l'on décide que l'infection vient bien de là. Ne pas se précipiter sur les urines, parce que ça peut cacher un autre site d'infection. Donc, il faudra voir, est-ce qu'il y a des leucocytes estérases, des nitrites, est-ce qu'il y a des germes visibles à l'examen direct? Donc tout ça, c'est en faveur d'une infection. Par contre, la présence de cellules épithéliales dit que le prélèvement est un prélèvement plutôt contaminé et donc n'est pas utile. Mais je rappelle de nouveau que bactériurie asymptomatique et infection urinaire basse ne sont pas différenciables sur la base uniquement de l'examen microbiologique. Très bien, très bien. Passons maintenant à autre chose, c'est-à-dire principalement pour la cystite, la durée et le traitement. Alors la cystite, contrairement à la bactériurie asymptomatique de la personne âgée, va surtout survenir chez des femmes plus jeunes. Et là, une cystite peut se traiter en ambulatoire avec quinolone, nitrofurantoïne, phosphomycine, cotrimoxazole. Tout ça pour des durées relativement courtes, de 3 à 5 jours, et en regardant également la sensibilité du microbe, c'est-à-dire que si on prescrit quelque chose et qu'on laisse rentrer le patient à la maison, il faut s'assurer que 48 heures après, quand on revient de repos de garde, qu'on vérifie bien que l'antibiogramme du microbe qui sera disponible à ce moment-là montre la sensibilité à ce qu'on a donné, sinon il faut rappeler le patient. Très bien, très bien. Et pour la pyélonéphrite, je pense qu'on est à d'autres spectres antibiotiques. Oui, en fait, donc évidemment pour la pyélonéphrite, c'est une infection d'organes profonds, donc il faut donner une antibiothérapie probablement systémique pendant 48 heures pour le temps de voir comment ça tourne. Il y a assez souvent des bactériémies qui sont associées. Une pyélonéphrite chez une personne jeune, pas très malade, peut se traiter en ambulatoire avec des molécules qui ont une bonne activité, notamment les quinolones. De nouveau, on s'assurera que le patient est réévalué et que l'antibiogramme est suivi. Sinon, dans les infections urinaires compliquées, donc généralement associées aux soins, il faudra penser à des molécules plus sophistiquées comme la thémocyline, éventuellement piperacilline tazobactam, et de nouveau tenir compte des antécédents d'infections urinaires et de germes retrouvés dans les urines. Okay, et de traitement antérieur. Oui, bien sûr, d'office. Et maintenant, on va passer au niveau génital. Par exemple, la prostatite chez le jeune et chez le patient âgé. C'est quoi la différence ? Alors, chez l'homme jeune, il peut arriver des prostatites à germe, on va dire, pyogène banal, un BGN banal, mais il faudra évidemment exclure une maladie sexuellement transmissible. La symptomatologie n'est pas tout à fait la même, mais donc pensez à gonoclame chez le sujet jeune. Chez la personne âgée, l'infection de prostate,
considéré le plus souvent par défaut chez les sujets âgés que l'on finit par traiter pour une infection urinaire, sont souvent des infections à BGN qu'il est difficile de différencier entre infection des voies urinaires hautes, infection basse, prostatite. Ça n'est pas toujours si simple. Ouais, c'est vrai que c'est pas toujours évident. On va passer à un autre registre. Maintenant, c'est plutôt la peau. En allant petit à petit en profondeur. Pour la cellulite, quels sont les germes qui colonisent plus la peau? Alors, pour les germes qui vivent sur notre peau, ce sont des streptocoques pyogénèse, le streptocoque agalaxié, dysgalaxié ou le staphylocoque doré. Donc, pour ce genre de germes, des antibiotiques à spectre étroit comme floxapen ou plus large comme l'amoxiclaf feront l'affaire. Le mieux, s'il y a quelque chose qui coule, on peut tâcher de documenter. Par contre, quand il y a des escarres, donc là, on a le plus souvent affaire à une flore polymicrobienne. Okay. Documentation de nouveau difficile parce qu'on fait souvent des frottis superficiels qui ramènent toute une multitude de microbes qui ne sont pas spécifiquement incriminés à la profondeur. Donc, il faut tâcher d'avoir des prélèvements profonds. Et on pensera aussi chez des personnes immunodéprimées ou des plaies infectées par de l'eau à des choses plus compliquées, notamment des BGN qui peuvent infecter ces plaies. Et évidemment, le plus grave, c'est la fasciite nécrosante, dont pourtant les microbes, dont le streptopyogénèse, sont très sensibles aux antibiotiques, mais qui nécessitent une exploration chirurgicale et un traitement chirurgical. Et on ne parle pas de la gangrène de Fournier, qui est une urgence chirurgicale. Qui sont les urgences chirurgicales, et là des antibiotiques à plus large spectre. Très bien. Et pour l'ostéite et l'ostéomyélite, est-ce que c'est une urgence de le traiter? On va dire, déjà, le fait de poser le diagnostic, je pense que c'est aussi assez compliqué. Oui, alors il y a les ostéomyélites ou ostéites aiguës et chroniques. On a le plus souvent affaire à des choses qui sont semi-aiguës, voire chroniques. Bien entendu, chez un patient qui a une bactériémie à Staph doré et puis qui présente une douleur au dos, on pensera à donc une localisation secondaire. C'est plutôt dans ce cas-là. Il vaut mieux pouvoir documenter pour les ostéites et les ostéomyélites parce qu'il s'agit de traitements qui sont longs. On parle de 6 à 12 semaines de traitement antibiotique. Donc, il vaut mieux avoir un prélèvement réalisé de manière convenable, c'est-à-dire un prélèvement en passant par la peau saine, donc une petite biopsie au lit du malade ou en salle d'op, mais en tout cas quelque chose de noble, à moins qu'il n'y ait une hémoculture qui indique le germe, parce que sinon on peut de nouveau s'embarquer dans des traitements de germes colonisant la superficie plutôt que de germes incriminés à la profondeur, et ça nécessite des traitements lourds et longs. Très bien. Tout dernier, on va passer à un autre registre, principalement au système nerveux central, et on va clôturer ça avec les méningites. Alors, pour les méningites, donc méningite, bactérienne ou virale, encéphalite, abcès cérébral. Ok. Alors, pour l'abcès cérébral, c'est un petit peu plus... Enfin, de nouveau, on verra dans les guidelines qu'un abcès cérébral peut survenir dans plusieurs circonstances, donc en présence accompagnant une sinusite aiguë, post-chirurgie, post-neurochirurgie, post-traumatisme, etc. Tout ça sont des situations particulières. Mais l'abcès cérébral, donc pyogène ou parasitaire. Parasitaire, je veux dire la toxoplasmose. Il est important de connaître ici le statut d'immunosuppression ou pas de son patient, parce que chez un patient immunodéprimé infecté par le VIH, a priori, un abcès cérébral qui se manifeste au CT scan par donc une masse prenant le contraste, entourée d'un halo de contraste avec un œdème, sera considéré comme une toxoplasmose et le patient sera mis sous traitement antitoxoplasmique d'épreuve. Okay. Pensons qu'aux urgences, on peut demander des tests HIV rapides
Et donc, ce test HIV rapide, le résultat est disponible en une demi-heure. Mais il faut spécifier au laboratoire ce qu'on veut. Donc, la communication avec le laboratoire de microbiologie, on n'en parlera jamais assez, est indispensable. Ok, très bien. Donc, pensez à faire le test HIV. On peut voir s'il était déjà patient VIH connu. Est-ce que c'est un patient qui a une lymphopénie absolue? Après, pour des abcès chez des personnes non immunodéprimées, peuvent être des abcès apiogènes qu'on traitera par haute dose de ceftriaxone, plus ou moins un autre antibiotique, par exemple anti-anaérobie comme le flagyl. Les infections du système nerveux central nécessitent quand même souvent le recours à un avis de maladie infectieuse parce que ce n'est pas des choses si simples. Pour les méningites sont des urgences. On voit quand même souvent aux urgences des patients chez lesquels finalement on se décide à faire une ponction lombaire alors que le patient a déjà traîné pendant quelques heures. Dans ce cas-là, l'urgence est passée parce que la méningite bactérienne, le patient est vraiment moche. Donc, on fait des émocs, on balance les antibiotiques. Et alors, il est toujours temps de voir si on amène le patient au scanner ou si on fait la ponction lombaire sans le scanner. Donc ça, ce sont les éternelles discussions de « je ne peux pas faire de ponction lombaire à mon patient parce qu'il n'a pas encore eu de CT scan ». Et là, on lira dans les guidelines quelles sont les contre-indications, mais en fait, en l'absence de signes focaux, normalement, il n'y a pas de contre-indication à faire une ponction lombaire. Un signe focal, c'est une crise d'épilepsie ou c'est une paralysie. Donc, paralysie fébrile, on pensera à l'endocardite, mais paralysie fébrile avec un abcès cérébral, ça contre-indique la ponction lombaire. Mais nucrède, fièvre ne contre-indique pas spécifiquement la ponction lombaire. On n'est pas trop inquiet d'avoir fait les hémocultures, balancé les antibiotiques, parce que donc, en tout cas chez nous, nous avons accès au panel méningé, qui est donc une PCR multiplex, qui va permettre de trouver même des microbes qui sont éventuellement décédés. Ok, nickel. Donc, on va pouvoir... on peut être rassuré par rapport à ça. Et les microbes des méningites habituels, pneumocoque, méningocoque, hémophilus, ne sont pas des microbes avec des résistances aux antibiotiques caractérisées. Ok, très bien. Par contre, donc, cette ponction lombaire, si on pense qu'il faut la faire, alors il faut la faire, et deux, il faut la faire rapidement. Si le patient est déjà là depuis un moment, donc comme le panel méningé est quelque chose qui est disponible rapidement, et aussi la cytologie, la biochimie du liquide céphalorachidien sont disponibles rapidement. Si le patient a déjà traîné aux urgences pendant 4 heures, on peut attendre une demi-heure supplémentaire. Mais sinon, on traite. Rappelons qu'une bonne prise en charge d'une méningite, normalement, c'est un patient qui se présente donc entre l'arrivée et le moment où vous donnez les antibiotiques, ça doit être 30 minutes. Normalement, ce que les guidelines nous disent. Alors, le purpura fulminant, j'espère que donc celui-là sera pris rapidement en charge, mais ça n'est pas la majorité des méningites. Donc, le plus souvent, les ponctions lombaires ne montrent rien ou montrent des méningites lymphocytaires. De nouveau, pour la méningite, il vaut mieux 24 heures de traitement antibiotique de trop. Et donc, après, on réévalue. Est-ce qu'on a trouvé quelque chose par ces PCR multiplex ou est-ce que quelque chose a poussé? Les antigènes peuvent être réalisés. Et donc, arrêter les antibiotiques. D'un autre côté, ce qu'on voit aussi, c'est des trithérapies, donc ceftriaxone, ampicilline, zovirax, qui sont débutées alors que le liquide céphalorachidien est normal. Il y a 3 globules blancs, il n'y a pas de protéinorachie. Donc, il faut aussi savoir maîtriser sa peur. Oui, d'office. Très bien, très bien. Je pense qu'on a vraiment fait le tour. Donc, on résumait les points essentiels de cette exposition. 1. Clinique, écologie, économie, c'est-à-dire la prise en compte récente du microbiome et de ses répercussions sur notre santé implique de respecter ces petits êtres vivants et de ne les détruire que quand c'est nécessaire et avec parcimonie. Le traitement antibiotique doit être ciblé, le plus court possible, pour altérer le moins possible les microbes qui nous sont favorables. Microbe vient du grec, comme vous avez très bien spécifié, microbios, qui signifie petit vivant.
La différence avec les antibiotiques par rapport aux autres médicaments, c'est la sélection de germes résistants qui ont des répercussions au long terme. Il ne faut vraiment pas l'oublier. Quand on prescrit un antibiotique, il faut prendre en compte 3 aspects, cliniques, économiques et écologiques. Pour le sepsis, la deuxième partie, donc c'est l'invasion du corps par un organisme étranger, que ce soit une invasion superficielle, locale, comme une cellulite, ou au contraire profonde, avec atteinte d'organes comme pneumonie, cholécystite, ou encore disséminée, avec une bactériémie, avec ou pas de porte d'entrée évidente qui déclenche fièvre, tachycardie, voire même frissons, les frissons étant un signe de gravité. On peut aussi avoir un patient qui hypotendu. L'hypotension réfractaire est un signe d'alarme qui signale plutôt un choc septique. On peut aussi avoir d'autres éléments cliniques comme la tachypnée, les marbrures. Gardez en tête le critère SOFA, voire quick SOFA si vous n'avez pas trop de temps. Douleur et chaleur au site de l'infection avec signe évoquant une cellulite par exemple, un poids costo-lombaire, un Murphy, un McBurney positif, voire une douleur abdo. Donc, dans le sepsis simple, la réaction inflammatoire reste modérée et contrôlée par l'organisme. Dans le choc septique, la réaction inflammatoire est disproportionnée. Il y a une vasodilatation, une fuite d'eau dans un troisième espace et une hypotension artérielle réfractaire au remplissage, avec souvent nécessité d'amines supportives pour vasoconstricter les vaisseaux. Les organes souffrent, notamment le rein, le foie, quelquefois aussi le cerveau, qui se manifeste par une encéphalopathie, voire un patient qui est juste confus, sans même température, dans certaines situations. Donc, toujours rechercher le foyer. Une bonne anamnèse associée à un examen clinique permettant bien souvent de trouver le foyer, qui est un peu plus difficile lorsque le patient présente une barrière linguistique ou une altération de l'état cognitif. N'oublie pas qu'il existe le téléphone, donc n'hésite pas à l'utiliser. Pose-toi différentes questions. La gravité de ton patient, s'il a voyagé, s'il a été opéré récemment, a-t-il du matériel étranger, une valve, un cathé central, un cathé périphérique, un pacemaker, un Nickman, un porte-à-4. Ce sont des portes d'entrée éventuelles. Et également les valves et les pacemakers qu'il faut aussi prendre en compte. Donc, je vais souligner aussi par rapport à un autre élément qu'on a très bien détaillé, c'est-à-dire les hémocultures. Assure-toi que ce soit bien fait, que les prélèvements soient adéquats. Le fait de faire un prélèvement de façon adéquate, ça permet d'économiser beaucoup de temps, principalement par la suite, après qu'on ait donné les antibiotiques. Désinfection de la capsule, ne pas prélever sur une cloche qui a déjà servi à prélever 10 autres tubes par exemple, et ne pas prélever sur un cathé. L'hémoculture est un prélèvement noble. Les urines. Ne te fais pas avoir par les urines, surtout chez les patients âgés, qui contient souvent des globules blancs et des bactéries, et aussi souvent chez les patients qui présentent un cystocate, voire une sonde urinaire à demeure. Les marqueurs inflammatoires. Donc, on a souvent la CRP et la procalcitonine qui aident au bon usage des antibiotiques, mais ne doivent en aucun cas être plus importants que l'état clinique du patient. En l'absence d'un foyer clair et si le patient présente un état clinique conservé, attendre les prélèvements bactériologiques serait probablement plus sage. Fais attention au prurite que tu peux avoir pour prescrire les antibiotiques. N'oublie pas que par la suite, le patient sera aussi évalué par un de tes collègues à l'étage. Différencier entre les infections communautaires, les infections associées aux soins et les infections nosocomiales. Lors des infections communautaires, les germes sont sensibles aux antibiotiques de base, alors que les infections associées aux soins, il existe un peu plus de résistance dans ce cas de figure. Il faut faire attention aux procédures invasives réalisées en externe et aux antécédents microbiologiques du patient. Et le dernier cas de figure, c'est les infections nosocomiales acquises à l'hôpital, qui engagent des germes qui sont, on va dire, plus résistants. Il faudra regarder les antécédents microbiologiques du patient, les collinisations, les interventions et autres procédures invasives récentes, et enfin l'appareillage. Donc, la gravité d'une infection n'est souvent pas liée à la résistance du germe, mais on peut aussi faire un choc septique sur un Escherichia coli multisensible, par exemple. Voilà, et toujours réévalue la réponse à ton traitement. Et cela dans les 48 à 72 heures après le début de l'antibiothérapie. La clinique prime toujours. L'absence et la diminution de la fièvre est un bon signe. L'amélioration de l'état clinique général du patient commence à se nourrir, avec une diminution aussi au niveau biologique de la neutrophilie, de la CRP. Mais n'oublie pas que la CRP prend du retard. Mais une bonne évolution de la CRP est divisée par 2 dans les 40 à 72 heures.
Donc, il y a la vision moderne de l'infectiologie, plutôt que de voir système par système, séparant le corps en plusieurs zones d'habitat microbien. Se poser la question, quelle est la flore habituelle et quels sont les pathogènes les plus fréquemment incriminés. Et pour finir, infection et antibiotiques, on arrive à la fin. Pour ceux qui attendaient une recette pour chaque infection, il existe un traitement recommandé par la Babcock, facile à trouver sur Internet, dont je mets le lien en description. Voilà. Donc, grâce à vos paroles sages, on a pu ouvrir des perspectives. On a également souligné l'importance du bon usage des antibiotiques. Merci, docteur. Merci aussi, et j'espère que ce sera utile et on verra si les gens te Très bien. contacteront pour des questions. Très bien, très bien. À bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me communiquer vos questions, vos éventuelles remarques et de me proposer les sujets qui vous intéressent.